Imaginez un instant. Pendant des siècles, la physique, c'était comme un édifice parfait. Des lois simples, super élégantes, qui pouvaient tout expliquer, de la chute d'une pomme jusqu'au balai des planètes. Mais voilà, quelque part dans les fondations de cette cathédrale de la pensée, une toute petite fissure a commencé à apparaître. Une seule énigme, une anomalie qui paraissait insignifiante, mais qui menaçait de tout faire s'effondrer. Et cette fissure, eh bien, elle part d'une question toute simple, mais qui donne le vertige. Et si les règles du mouvement qu'on apprend tous à l'école, celles qui nous semblent tellement évidentes, étaient en fait incomplètes? C'est cette question-là qui a forcé les plus grands esprits à tout repenser, à repenser les fondements même de la réalité. Bon, mais avant de voir où ça coince, il faut qu'on admire à quel point cet édifice était solide. Revenons aux bases, aux fondations. Tout commence avec les outils les plus simples pour décrire le monde qui nous entoure, les règles de l'espace et de la vitesse. Des idées qui, aujourd'hui, relèvent du pur bon sens pour nous. Notre voyage commence ici, avec une formule qu'on connaît tous par cœur depuis le collège, le fameux théorème de Pythagore. C'est simple, c'est puissant, et ça nous permet de mesurer la distance la plus courte entre deux points. La ligne droite, quoi. C'est en quelque sorte la toile de fond sur laquelle tout le reste va se dessiner. C'est la toute première brique de notre construction. Ok, une fois qu'on sait mesurer l'espace, il suffit d'y ajouter la notion de temps pour pouvoir décrire le mouvement. La vitesse, au fond, dans sa version la plus simple, c'est juste ça. Une distance qu'on parcourt en un certain temps. C'est notre manière la plus intuitive de mettre des chiffres sur les choses qui bougent. Et pour avoir une idée de ce que ça représente, pensez à la Terre. À chaque seconde qui passe, nous parcourons 30 km dans l'espace. 30 km. Notre planète, elle ne flotte pas tranquillement, non, elle file à toute allure. Et tout ça, ça obéit à des lois d'une simplicité presque déconcertante. Sauf que là, ça se corse un tout petit peu. Parce que cette vitesse, ces 30 km par seconde, on la mesure par rapport à quoi au juste? Eh bien, par rapport au Soleil. Parce qu'en physique, une vitesse n'a de sens que si on la compare à autre chose. Le mouvement, c'est toujours relatif, c'est juste une question de point de vue. Et ça, c'est ce qu'on appelle la transformation des vitesses de Galilée. C'est très simple. Imaginez un nageur dans une rivière. Sa vitesse par rapport à la berge, c'est sa propre vitesse de nage, plus ou moins la vitesse du courant. Les vitesses s'additionnent, c'est tout. C'est super logique, non? Ça tombe sous le sens. On a tous vécu ça. Quand on est immobile sous la pluie, les gouttes tombent bien droit. Mais dès qu'on se met à courir, on a l'impression qu'elles nous viennent en pleine figure, qu'elles nous fouettent le visage. Et pourquoi? Simplement parce que notre vitesse s'ajoute à la leur. La direction de la pluie, elle aussi, elle est relative à notre propre mouvement. Et ce principe, bien sûr, il marche pour tout. Pour quelqu'un sur le bord de la route, l'objet tombe à la verticale. Mais pour le conducteur de la voiture, sa trajectoire, c'est une diagonale. C'est une combinaison de la vitesse de la voiture et de la gravité. Au final, la conclusion est toujours la même, ce qu'on observe dépend toujours de notre point de vue. Alors, avec ces bases super solides, l'espace, le temps, la relativité du mouvement, un véritable géant va arriver et construire quelque chose de monumental. Isaac Newton va bâtir un univers mécanique, réglé comme une horloge, qui semblait pouvoir absolument tout expliquer. Pour Newton, c'était simple. L'espace, c'est comme une immense scène de théâtre. Elle est fixe, elle est immuable, elle ne bouge pas. C'est juste l'arrière-plan sur lequel tous les événements de l'univers se déroulent. Et le temps? Eh bien, c'était pareil. C'était comme un grand fleuve qui coule partout pour tout le monde, exactement au même rythme. Un tic-tac cosmique qui ne change jamais. Voilà le cadre de la physique classique. Un espace et un temps qui sont absolus. Ce système, il était juste parfait. Parfait pour décrire le monde tel qu'on le voit tous les jours, de la pomme qui tombe à la planète qui tourne. Mais des siècles plus tard, on allait découvrir ses limites. Les lois de Newton, elles fonctionnent à merveille, sauf quand on va dans les extrêmes. Le monde de l'infiniment petit, de l'infiniment lourd ou de l'infiniment rapide. Mais le truc le plus important à retenir, le cœur de ce système, c'est ça. Si on est dans la cabine d'un bateau qui avance à vitesse constante, sans aucune vague, et qu'on lâche une balle, elle tombera droit à nos pieds, exactement comme si on était sur la terre ferme. Sans regarder par le hublot, impossible de savoir si on avance ou pas. C'est ça le grand principe de relativité de Galilée et de Newton. Et c'est là que tout va basculer. C'est ici que la fissure apparaît dans notre bel édifice. Parce qu'un nouvel acteur entre en jeu, la lumière. Et son comportement, lui, est pour le moins bizarre. Il défie complètement les fondations si solides de l'univers de Newton. Et tout de suite, on tombe sur un truc étrange avec la lumière. Prenez 2 lampes de poche. Si on croise leurs faisceaux, on s'attend à avoir 2 fois plus de lumière, non? Logique. Eh bien, avec la lumière, c'est possible, dans certaines conditions, que 2 rayons lumineux qui se rencontrent créent de l'obscurité. Lumière plus lumière égale rien. Avec des objets normaux, c'est tout simplement impensable. Ce phénomène complètement contre-intuitif,
Ça s'appelle l'interférence. Et il n'y a qu'une seule façon de l'expliquer. La lumière ne se comporte pas comme un jet de petites billes, mais comme une onde, un peu comme les vagues à la surface de l'eau. Et les ondes, elles ont des règles bien à elles. Et les physiciens sont même allés plus loin. Ils ont compris quel type d'onde c'était. Ils ont découvert que la lumière est une onde transversale. Ça veut dire qu'elle vibre, disons de haut en bas, tout en avançant tout droit. Pensez à l'ondulation que vous créez en secouant une corde. C'est exactement ça. Voilà, on y arrive. On est au cœur du problème. La théorie qui a unifié l'électricité et le magnétisme a aussi fait une prédiction sur la lumière qui allait créer un conflit fondamental, une véritable crise au sein de la physique. Je parle bien sûr des fameuses équations de James Clerk Maxwell. Non seulement elles ont prouvé que la lumière était une onde électromagnétique, mais en plus elles ont permis de calculer sa vitesse avec une précision incroyable. Et c'est ce calcul qui a absolument tout changé. Alors on se souvient de la règle de Galilée, hein? C'est simple et ça marche tout le temps. Si on court vers l'avant dans un TGV, notre vitesse par rapport au quai est la somme de notre vitesse de course et de la vitesse du train. C'est vraiment la base de la mécanique classique. Et là, attention, voilà la prédiction folle de Maxwell. La vitesse de la lumière est toujours la même. C'est une constante universelle. Peu importe si on est immobile ou si on fonce dans une fusée vers un rayon lumineux, on mesurera toujours la même vitesse pour ce rayon. Elle ne s'additionne jamais à rien. Et là, on a un problème, une contradiction totale, impossible. D'un côté, on a Galilée et Newton, dont les lois marchent à la perfection depuis des siècles. Et de l'autre, on a Maxwell, dont la théorie est d'une puissance incroyable. L'une de ces deux visions du monde doit forcément être fausse. La physique est complètement bloquée. C'est une impasse. Pour s'en sortir, il ne suffisait pas de corriger une petite équation. Non, il fallait abandonner l'une de nos idées les plus fondamentales, soit la simple addition des vitesses, soit nos concepts d'espace et de temps absolus. Et la réponse à cette question, elle allait ouvrir une ère complètement nouvelle pour la science.